Bonjour à tous. Pour cette première chronique culture de l'année 2013, je vous emmène dans les coulisses d'une pièce de théâtre, la pièce de théâtre Hollywood. Elle commence sa tournée française ici, au théâtre du Vésinet. On va tout découvrir avec les comédiens et le metteur en scène, direction l'intérieur. Et nous sommes sur la scène du théâtre du Vésinet où se prépare justement la pièce et on retrouve le metteur en scène, Daniel Collas. Bonsoir. Bonsoir. Racontez-nous un petit peu cette aventure. Pour vous, ça signifie quoi de présenter et d'organiser cette pièce ? Alors, la question est d'importance. Ça revêt beaucoup de choses. D'abord, la nature même de la pièce, qui est une comédie extrêmement drôle, mais féroce, et qui néanmoins raconte un certain nombre de choses. Il y a dans la pièce quelque chose d'extrêmement important, c'est de la nécessité de l'art en général et du cinéma en particulier. Est-ce que le cinéma est un simple et pur divertissement ou est-ce qu'il doit véhiculer au travers de ces images un propos destiné à éclairer d'une façon plus ou moins subliminale les spectateurs, hein. Voilà, ça c'est le fond. Est-ce que le cinéma doit être un discours politique? Est-ce qu'il ne doit surtout ne pas en être un? Ou est-ce qu'il peut être les deux intimement liés, etc. etc. Voilà. Là, vous décrivez le contexte justement de la pièce qui est donc Autant n'emporte le vent à l'époque de Scarlett O'Hara justement. Ça fait un pont entre la guerre de sécession et les problèmes qui se posaient politiquement au moment de cette guerre civile américaine et les années 30. Et on retrouve certaines problématiques de fond identiques, c'est-à-dire que le problème de la ségrégation qui est le fond même de la guerre de sécession se retrouve déplacé, décalé dans les années 30, c'est-à-dire que le problème noir de la guerre de sécession se retrouve là avec le problème juif, etc. etc. Tout ça finalement de manière légère, puisqu'il y a beaucoup d'anecdotes, on rigole énormément, oui. Alors que finalement c'est quand même 3 hommes qui sont enfermés ici 5 jours pour travailler sur le scénario. Alors justement, moi je raconte le fond un petit peu en pointillé du propos souterrain. Mais la réception de la pièce n'est pas du tout une réception intellectuelle, c'est une réception totalement franche, qui est entièrement basé sur le rire. Et il s'agit bien de 3 hommes enfermés dans un bureau, et ceci va déclencher une foule de conflits entre eux, une foule de propos, et on rit énormément, et d'une façon très très forte, parce que justement c'est basé sur des rapports vrais. Histoire vraie, justement, donc d'un grand succès du cinéma américain. Est-ce que pour un metteur en scène, c'est difficile de mettre justement en scène une telle histoire ? Non, c'est difficile parce que la pièce est délicate, particulière, mais ceci n'a pas de rapport avec le fait que ce soit issu, et non pas issu d'ailleurs, que ce soit corollaire à un grand film américain. La seule chose sur laquelle il a fallu être très très vigilant, c'est justement le rapport que le spectateur peut avoir avec le film. À savoir que il n'aurait pas fallu que je sois tenté de donner une version de la pièce qui ne s'adresse qu'à des gens qui connaîtraient le film. Ceux qui ont vu le film sont initiés par avance et rient quand on évoque Prissy ou un autre personnage, je ne les ai pas en tête actuellement, mais ils rient parce qu'ils ont référence au film, mais je me suis bien organisé pour que ceux qui ne connaîtraient pas le film rient strictement de la même manière, avec d'autres formes de référence. Voilà. Et c'est un pari réussi puisque c'est un grand succès parisien maintenant à travers toute la France. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. On va continuer justement à découvrir cette pièce avec les comédiens en coulisses. Je me retrouve donc au sein du théâtre du Vésinet avec les 2 comédiens à l'affiche de Hollywood. Donc Pierre Cassignard, bonjour, et Thierry Frémont, bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter un petit peu vos 2 personnages ? Alors moi je joue David O. Selznick, qui est un producteur, un grand producteur de Hollywood, et je fais venir dans mon bureau un grand scénariste, le plus grand de l'époque, Ben Hecht, qui est joué par Thierry, et un réalisateur, Victor Fleming, pour retravailler sur Autant n'emporte le vent, le scénario. Voilà. Voilà, donc... c'est ça en fait, c'est la conjugaison, cette pièce de 3 talents, de trois postes importants au cinéma qui sont la production, le producteur, le scénariste et le réalisateur. Et effectivement, en plus c'est une histoire vraie, cette réécriture qui va avoir lieu en 1 semaine
parce que les dettes continuent à courir pendant ce temps-là et ils n'ont qu'une semaine de travail pour travailler ce scénario. Mais comme dans toute bonne comédie, il faut qu'il y ait des obstacles. Et là, il y en a quelques-uns. C'est-à-dire qu'il y a déjà le fait que le scénariste que je joue n'a pas lu le livre et pense que c'est une très mauvaise idée, que c'est un roman à l'eau de rose, raciste et qui n'a aucun intérêt, ainsi que le metteur en scène qui l'a sans doute juste parcouru. Et deuxième obstacle, c'est que le metteur en scène et le scénariste ne s'entendent pas du tout. Alors c'est finalement du coup une semaine enfermés les uns sur les autres, vous êtes tous les trois bloqués dans la même pièce et vous travaillez comme des personnes acharnées. Voilà, le producteur les enferme, donc ils s'enferment avec eux, tous les trois fermés dans un bureau pendant 5 jours. Et ils ne se nourrissent uniquement que de bananes et de cacahuètes. Voilà. Ils ne dorment pas. Et ils ne dorment pas surtout, voilà, ils ne dorment pas. Sachant que l'objectif est vraiment de réduire 1000 pages en l'espace d'une centaine, quoi. Exactement, exactement. C'est difficile à jouer, ça, une espèce de petit huis clos entre vous trois? Non, je trouve que ça circule bien. C'est assez savoureux parce qu'il y a plusieurs tons de comédie dans la pièce. La première partie, on pourrait dire que c'était une espèce de comédie à l'anglaise, un petit peu délicate comme ça, qui est savoureuse au niveau des dialogues. Après, il y a une deuxième partie qui commence à être assez décalée, un peu burlesque. Et là, on arrive après dans la troisième partie du spectacle qui est vraiment le burlesque absolu, puisque tout est permis, puisque ces personnes n'ont pas dormi 5 jours. Donc, ils sont comme dans un état de fatigue, on pourrait dire de soulographie, saoulés de fatigue, ce qui permet tous les excès et tous les décalages. Et là, on est presque dans du Marx Brothers, quoi. Ça va très très loin. Et pour vous, justement, ça a été un peu la même chose, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue pour arriver à ce niveau-là? Pour nous, et particulièrement pour Pierre, qui là est sur les charbons ardents, puisqu'il a dû travailler encore plus que nous dernièrement, puisqu'il a fallu qu'il se réapproprie tout le texte. Oui, parce qu'à la base, ce n'est pas vous qui jouez ce personnage-là, c'est Daniel Russo. C'est Daniel Russo. Et vous le récupérez depuis maintenant quelque peu, ça faisait 1 an qu'il le jouait. Voilà. Est-ce que c'est difficile justement de prendre sa place? Ouais, en même temps, c'est vachement, c'est très, très excitant. La pièce, c'est un vrai. Moi, j'ai connu cette pièce comme spectateur, parce que je suis allé les voir quand ils ont commencé au Théâtre Antoine. J'étais tombé sous le charme de ce spectacle et des acteurs qui sont formidables. Et quand on m'a proposé de faire la tournée, j'étais aux anges. Donc j'ai super envie de le jouer, je suis vachement enthousiaste. Mais c'est vrai qu'on a peu de temps, voilà, mais c'est très excitant. Donc ma première, c'était au Vésiné, là. Ouais. Bon, un grand succès cette pièce finalement, ça fait déjà 1 an, elle a marché énormément ici en région parisienne et vous partez maintenant à l'aventure en France. Pour vous, vous y pensiez ça au départ ou pas, ou juste vous avez fait la pièce comme ça? Moi, dès que j'ai lu le texte, j'ai senti le potentiel, parce que d'abord je trouvais que le propos était super original. C'est de raconter le retravail d'un scénario. Parce que la pièce est originale parce qu'elle a plusieurs vertus, parce qu'elle apprend ce que c'est, un peu comment ça fonctionne le cinéma. Pour plein de gens, ils découvrent ce que c'est que le rôle du producteur, ce que c'est que le rôle du scénariste, ce que c'est que le rôle du metteur en scène. C'est une redécouverte du milieu d'Hollywood. C'est une façon de redécouvrir Autant n'importe le vent. Alors pour ceux qui ont vu le film, ils le voient d'un coup avec un œil avec un regard un peu décalé et ça les fait rire. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est pas grave, parce qu'on suit la pièce et on découvre le film à travers leur interprétation. Et ça donne surtout envie aux gens de voir le film après, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc cette pièce a plein de vertus, et en plus, non seulement c'est une comédie qui est bien écrite, je trouve bien ficelée, très maligne, mais en plus elle parle de thèmes très importants, qui est le racisme, l'antisémitisme, qui est très très ardent à ce moment-là aux États-Unis, parce que dans la tête des gens, ils ont l'impression que l'intégration c'est toujours bien faite. Or non, aux États-Unis, dans les années 30-40, il y avait marqué dans les clubs interdit aux Noirs et aux Juifs. Je veux dire, c'est une réalité. Donc la pièce parle aussi de sujets importants comme cela, ce qui en fait une pièce vraiment intéressante. Et un grand succès, autant pour la presse que pour le public. Oui. Vous êtes là au Vésiné et par la suite, le Tour de la France. Merci tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous. Nous, on va continuer notre découverte des coulisses avec d'autres comédiens. Je retrouve sur scène Samuel Le Bihan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le 3e homme du trio. Dites-nous un petit peu justement votre personnage. Mon personnage c'est Victor Fleming, qui est le réalisateur du film d'Autant n'importe le vent, qui est en train de réaliser Le Magicien d'Oz, donc le film qu'on connaît avec Judy Garland, et qui ne finira pas le film les 15 derniers jours, puisque Selznick, qui est le producteur des 2 films d'ailleurs, va le transporter, le catapulter sur Autant n'importe le vent. On l'a vu avec vos collègues, c'est une comédie finalement très hilarante, mais en même temps un peu claustrophobe, parce que vous êtes à huis clos, enfermés entre vous.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on aborde plein de sujets. Le thème de la création, le thème de l'intégration aussi. C'est un moment où le monde est en mouvement. La Seconde Guerre mondiale est en train va éclater quelques mois plus tard en France. Hitler est en train de prendre le pouvoir et de l'autre côté de l'Atlantique, on est aux États-Unis, on est avec des idées qui se veulent démocratiques et finalement est-ce qu'elles le sont réellement, quoi. Donc c'est tous ces thèmes-là qui sont abordés, à la fois aussi la création artistique, comme je disais, qui est fondamentale en tout cas pour ces hommes puisqu'ils y consacrent leur vie. Donc il y a un fond lié à notre société, à notre monde, à nos ambitions, à nos passions. Et tout ça dans un contexte complètement délirant, puisqu'on enferme 3 hommes et on les pousse à bout, puisqu'ils essayent d'écrire, en tout cas, un film qui restera dans l'histoire, hein, d'un des 10 plus grands films de l'histoire du cinéma. Et c'est comment on va tirer des situations les plus invraisemblables le maximum d'humour. Et vous, justement, est-ce que vous avez senti cet humour en jouant ici avec vos collègues? C'est quelque chose vraiment de familial, on va dire? Moi, je faisais énormément de scènes comiques quand j'étais au conservatoire, mais après très peu lorsque j'ai travaillé. Donc c'était renoué aussi avec un plaisir d'acteur pur. Je crois que c'est ça qui m'a fait ce métier. En tout cas, les premières scènes que j'ai jouées, ça a toujours été des scènes d'humour parce que, évidemment, il y a une réaction immédiate avec le public. Donc il y a un lien, il y a un jeu. Le fait d'amuser les gens, c'est comme si on avait un salaire directement, quoi. Je veux dire, on est payé immédiatement de ses efforts, c'est plaisant. Donc je retrouve le plaisir pur du jeu. Est-ce que c'est particulier de jouer par une histoire liée à un grand film américain, Autant n'emporte le vent? Ce qui est bien, c'est que ça donne un peu plus de profondeur. C'est-à-dire on n'est pas dans du boulevard. On est dans une pièce très drôle avec un fond, donc qui pousse à la réflexion. Donc quand on sort de la salle, on a encore des choses à se raconter, on a même des questions à se poser. Enfin, ça aborde des thèmes qui sont très larges et qui touchent tout le monde. Donc c'est pas seulement un plaisir qu'on vient goûter et qui est immédiat, c'est aussi un plaisir qui reste. En tout cas, merci. Plaisir de vous avoir au bout du micro. Merci de nous avoir répondu. On va justement voir le reste des images et puis la tournée qui vous attend en France. Voilà, comme ça depuis hier soir, tout Hollywood appelle. Ouais, mais c'est mon film. C'était votre film. Ah, vous voulez dire, j'ai plus besoin de retourner dans l'enfer des nains? Non. Coucou Rémi. C'est pour ça que Ben est avec nous. Ah. Pas de... Non. Ah non, il a aussi viré le scénariste. Ah non, alors ça c'est faux. Alors ça c'est faux, ça. Oui, c'est vrai, je l'ai viré. Non, mais alors on démarre avec quoi? Bah, vous avez lu le livre. C'est un gros livre, quand même. Butler, dont tout le monde pensait qu'il n'aimait personne d'autre que lui-même, est tombé amoureux de Scarlett, qui n'a plus de ferme. Et alors là, c'est clair. D'accord. La chronique culture arrive à son terme et comme chaque semaine, voici l'agenda des bons plans. Avant de commencer l'agenda, je vous donne la prochaine date de représentation pour la pièce Hollywood. Ce sera le 12 janvier à 20h30 au Théâtre de Poissy. Thierry Frémont, Pierre Cassignard et Samuel Le Bihan vous attendent pour une plongée dans le scénario du film culte Autant n'emporte le vent. Puisqu'on parle de cinéma et de films cultes du 7e art, je vous propose d'aller voir ou revoir La Nuit du chasseur de Charles Laughton. Le film qui date de 1955 sera projeté à Maison Lafitte samedi 14 janvier pour la première saison de l'atelier cinéma de la Talente sur le thème « Le film noir américain ». Pour l'occasion, une conférence sur ce thème est prévue avec Bruno Chéry, un spécialiste du genre. Rendez-vous prévu à 13h45 pour la conférence, suivi de la projection du film. Pour les amateurs d'exposition, je vous invite à aller voir celle de Max Figeroux. À l'atelier Pièces uniques de Fourqueux, l'artiste est à la fois sculpteur, dessinateur et praticien de l'art du collage. Le fil conducteur de l'exposition est Alice au pays des merveilles, le roman de Lewis Carroll. Max Figeroux a revisité ce classique et sera exposé tout le mois de janvier. Autre exposition, mais d'un autre genre, celle du Musée archéologique national de Saint-Germain-en-Laye, l'exposition Bestiaire et compagnie. Il s'agit d'une série de photographies réalisées par Claire Artemis. Le sujet, les animaux de la préhistoire à travers les collections du musée. L'exposition est visible jusqu'au 21 janvier. À Versailles, le château propose une exposition sur la période antique, Versailles et l'antique. Jusqu'au mois de mars, 200 œuvres, sculptures, peintures, dessins, gravures, tapisseries seront réunies au château. Certaines pièces proviennent du musée du Louvre de Paris,
À noter que plusieurs œuvres seront présentées pour la première fois au public. C'est la fin de cet agenda. Bonne semaine culturelle à tous.